Salut à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous invite à revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahisons, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Dans la première partie de cet épisode, nous avons discuté du pourquoi. Pourquoi les inquisiteurs, les juges et la population qui les suivait se sont mis au début du XVe siècle à se persuader qu'une dangereuse secte de sorciers vicieux se cachait au sein de la population. Dans cette deuxième partie, nous allons parler du comment. Comment ces mêmes juges et inquisiteurs se sont armés pour livrer cette guerre sans merci contre la sorcellerie. Comment s'est mise en marche cette machine à broyer les vies humaines qui allait continuer sa sinistre besogne jusqu'à la veille de la Révolution française. Vous écoutez La chasse aux sorcières médiévales, partie 2, au cœur de la chasse. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, dans cette deuxième partie, on va évoquer des choses assez trash. La chasse aux sorcières était un phénomène brutal et violent, nous allons donc parler de pression psychologique et de pression physique. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets, je vous conseille d'arrêter maintenant. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Les premiers bûchers n'ont pas attendu le XVe siècle pour répandre leur fumée. On a déjà parlé des béguines dans la première partie, ces femmes mystiques désirant entretenir une relation plus directe avec Dieu. Eh bien, en 1310, la béguine Marguerite Porrette est brûlée sur la place de Grève à Paris pour avoir rédigé un ouvrage intitulé « Le miroir des âmes simples ». Malgré le fait que son ouvrage ait été jugé hérétique, Marguerite refuse de renier la pensée qu'elle exprime dans ses pages, se condamnant ainsi aux flammes. Le XVe siècle, cependant, marque un véritable tournant. Comme vous l'avez compris, c'est la période où se fixe l'imaginaire du sabbat, et donc le crime de sorcellerie. Et c'est là, dans cet imaginaire, que se cache la clé expliquant le succès, si on peut dire, et la longévité de la chasse aux sorcières. Car l'imaginaire du sabbat contient tous les ressorts nécessaires à l'expansion généralisée d'une paranoïa qui est, en premier lieu, celle des clercs. Je vous propose de me suivre dans ces décennies dérangeantes d'un Moyen-Âge finissant, terrifié, où le crime de sorcellerie imprègne lentement mais sûrement le quotidien des médiévaux. Un XVe siècle étouffant, soupçonneux, où chacun peut être accusé d'un crime si énorme, si terrible, que les chances d'en sortir blanchi sont quasi inexistantes. Suivez-moi au cœur de cette chasse qui ne fait alors que commencer. Les sorciers et sorcières se cachent dans la société. Ça, les juges et inquisiteurs en sont convaincus. Mais alors, comment les débusquer ? Les réunions que le diable organise autour de lui se tiennent dans des lieux secrets ou inaccessibles aux simples mortels, donc il n'y a pas de témoignage. Ce caractère occulte de la secte des sorciers dope la virulence de la traque menée par les juges. Ils peuvent être n'importe où, ils peuvent être vos amis, vos parents, vos voisins, et vous ne le sauriez même pas.
Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux. Ce qui désigne en premier lieu l'accusé, l'étincelle qui allume le feu de la chasse, c'est la réputation, ce qu'on appelle au Moyen-Âge la fama publica. La société médiévale accorde une place extrêmement importante aux liens sociaux et à la position sociale d'un individu. D'ailleurs, l'individu en tant que tel n'existe pas vraiment à cette époque. Une personne n'existe que par sa position dans la société. Un marginal sera d'autant plus facilement désigné par la rumeur publique qu'il n'a pas ou peu d'amis, de famille, de clan, bref de personnes qui pourraient témoigner de sa bonne nature et de son comportement irréprochable. A l'inverse, un noble par exemple ou un bourgeois bien implanté pourra compter sur l'appui de tous ses proches et familiers pour défendre sa réputation. En fait, ce qu'on appelle la réputation ou la fama publica, ça n'est ni plus ni moins que de la diffamation. En gros, les juges et inquisiteurs sont à l'affût d'informations, de rumeurs qui laisseraient penser que certaines personnes entretiennent des activités louches. Prenez le cas du Val d'Anniviers par exemple, dans l'actuel canton du Valais en Suisse. Ce territoire faisait partie au XVe siècle du vaste diocèse de Sion, dont vous connaissez désormais l'évêque, le fameux Walter Super-Saxo, grand chasseur de sorcières devant l'Éternel. À l'hiver 1465, de violentes chutes de neige dans le Val d'Anniviers causent de gros dégâts et viennent créer beaucoup de tensions entre les habitants. La rumeur enfle rapidement. On se souvient alors que deux fermiers s'étaient disputés avant la catastrophe et que le premier avait traité le second de sorcier. Tu tailles alors que c'est la nouvelle lune la semaine prochaine? Bah oui, parce qu'on est en semaine fruitée et que ce serait hyper débile de pas profiter de Vénus ascendante. Sagittaire. Oh, les gros mots. Celui-ci, piqué au vif, avait répondu au premier qu'il pouvait aller se faire voir auprès du diable. Et comme par hasard, après cette imprécation, le premier fermier avait vu son exploitation ravagée par la neige. Je dis ça, je dis rien. Entre 1466 et 1467, des dizaines de présumés sorciers et sorcières sont ainsi inculpés dans le diocèse. Pierre de Torenté, qui est alors notaire dans le Val d'Anniviers, profite de la condamnation d'une sorcière du coin pour racheter ses biens vendus aux enchères. Mal lui en prend, car en 1480, c'est reparti pour un tour. Walter Super-Saxo est repris d'une psychose anti-sorcier et il publie dans toutes les paroisses une déclaration enjoignant les adorateurs de Satan à se dénoncer dans les 15 jours. Faute de quoi, ils seront débusqués et ne bénéficieront d'aucune clémence. Assez logiquement, personne ne se dénonce, vous pensez bien. Déjà parce que l'épisode de 1466-1467 avait montré assez clairement ce que voulait dire la clémence de l'évêque, forcément, ça rassure pas. Bref, après les 15 jours, l'évêque se met à l'écoute de la rumeur, et là, Pierre de Torenté entend ses oreilles siffler. En effet, pas moins de 36 diffamations sont exprimées contre lui. Il a pourtant 60 ans à l'époque, mais ses activités politiques, et notamment son rôle de représentant du village d'Anniviers contre les ambitions territoriales de l'évêque, n'ont pas dû vraiment lui porter chance. Il faut dire que si Walter Super-Saxo ne se faisait pas prier pour chasser les sorcières, ce sont les habitants de la vallée eux-mêmes qui souhaitent extirper cette nouvelle hérésie qui gangrène le territoire. Informé des menaces qui pèsent sur lui et malgré son grand âge, Pierre tente de s'enfuir mais se fait rattraper dans la forêt alors qu'il essaye de quitter le diocèse. Il connaissait pourtant les risques. La déclaration épiscopale interdisait à quiconque faisant l'objet d'une accusation de sorcellerie de quitter le territoire. Par ailleurs, cette tentative de fuite vient s'ajouter à la rumeur persistante. Pierre a donc bien quelque chose à se reprocher. Et son compte est bon. Incarcéré à Vissois et soumis à la torture, il confirme son crime de sorcellerie et d'hommage au diable. Son fils, Nicolin, avoue le même crime. Tous deux sont finalement brûlés et leurs biens confisqués sont récupérés par l'évêque. Vous avez un merveilleux don pour inciter les pauvres à donner leur argent. En terme choisi, mon cher conseiller, je dérobe aux pauvres afin de nourrir les riches. La rumeur publique a donc joué un rôle clé dans cette affaire de 1481. Mais en réalité, bien qu'elle constitue la première étincelle des procès de sorcellerie, la rumeur va rapidement céder la place à une diffamation beaucoup plus précise et exploitable par les juges. Une diffamation massive au point d'en devenir presque industrielle. Celle qui est arrachée aux accusés dans la chambre de torture. Pour en parler, il va falloir nous intéresser au procès en lui-même.
Comment les juges ont-ils réussi à transcrire dans la réalité un fantasme de clerc et d'intellectuel? Comment ont-ils réussi à trouver de véritables sorciers et sorcières et à les faire avouer leurs crimes en place publique, permettant ainsi de consolider et d'alimenter une peur dévorante qui allait se répandre sur toute l'Europe? Vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans la première partie de l'épisode. Durant 50 ans, beaucoup d'intellectuels et d'inquisiteurs écrivent des traités pour tenter de définir théologiquement et juridiquement le crime de sorcellerie. Leur conclusion, vous l'avez retenu, c'est que ce crime est énorme et dépasse largement les catégories habituelles du droit. Là, on ne parle pas d'un vol de poulet sur le marché, mais bien d'idolâtrie, d'apostasie et de lèse-majesté divine et princière. Durant la première partie d'ailleurs, on a parlé de la réflexion qui avait mené à cette catégorisation du crime. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que le crime de lèse-majesté a un corollaire particulièrement utile pour les juges. Il relève de ce qu'on appelle la procédure extraordinaire. Pour bien la comprendre, on va revenir à la base, celle du fonctionnement de la procédure. Souvenez-vous, dans l'épisode sur Saint-Louis, on avait parlé du développement de la procédure inquisitoire, celle qui implique une enquête par rapport à la procédure accusatoire. Eh bien, il faut savoir que cette fameuse procédure inquisitoire, elle n'est qu'au début de son succès. La procédure accusatoire domine encore largement les procès médiévaux, même au XVe siècle, et la procédure inquisitoire est encore marginale. Il y a toutefois deux domaines où elle connaît un succès fulgurant, la lutte contre l'hérésie menée par l'Inquisition et le crime de lèse-majesté. Voilà, donc on commence à raccrocher les morceaux. Mais quel est l'impact de cette procédure sur les procès de sorcellerie alors? Eh bien en fait, les juges, ils sont pas très rassurés. Après tout, en arrêtant les sorcières, ils s'attaquent tout de même à des personnages qui ont juré allégeance au diable. Autant dire que leur copain cornu ne va peut-être pas se laisser faire aussi facilement. Vous avez 2 mois de retard, les plans sont pas respectés. Attention, mon petit numéro 10, j'ai des relations, des gens très haut placés, qui peuvent vous faire des très graves ennuis, des gens de haut rang. L'utilisation de la procédure extraordinaire est la réponse des juges à cette menace qui pèse sur eux. Le premier élément de cette procédure extraordinaire est le secret. Lorsqu'il est arrêté, le suspect ne sait parfois même pas de quoi il est accusé. En novembre 1459, par exemple, une prostituée de Douai est ainsi arrêtée par l'inquisiteur d'Arras, Pierre Le Broussard. Emmenée en prison à Arras, on lui demande si elle connaît un certain Robert de Vaux, mais sans lui en dire davantage. La pauvre femme demande quelles sont les charges qui pèsent contre elle et semble avoir déjà eu vent de l'accusation puisqu'elle demande si on la pense vaudoise, c'est-à-dire sorcière. Mais dans un premier temps, ces juges refusent de lui donner le motif précis de l'accusation et se contentent de lui donner des questions précises pour l'enfermer dans leur piège. Quoi qu'il en soit, l'arrestation donne lieu à un isolement total du suspect. Enfermé dans sa cellule, celui-ci ne peut avoir accès à aucun membre de sa famille ni de son cercle social, pas même à un prêtre pour se confesser. Le secret est à la fois une précaution et une arme pour les juges. Une précaution car ils craignent que le sorcier ou la sorcière ne puisse communiquer sa situation à d'autres membres de la secte qui pourraient alors tenter de sortir leur ami de prison. Mais c'est également une arme, car le suspect est ainsi isolé de tous ceux qui pourraient lui apporter soutien, témoigner pour lui, apporter des preuves de son innocence ou même alléger ses souffrances. À partir de son arrestation, l'individu est seul face au juge, dans une situation d'infériorité écrasante. Il faut dire qu'aux yeux des juges, le sorcier n'est pas seul, le diable est en lui et le soutient. C'est désormais une lutte à mort entre le diable et les juges qui s'engagent. Dans ce combat du bien contre le mal, l'individu ne compte plus. L'accusé est désormais entre les mains des juges, et ça n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Le caractère extraordinaire de la procédure justifie en effet, aux yeux des juges et des théologiens qui rédigent les traités de combat, d'outrepasser toutes les garanties reconnues habituellement aux accusés.
En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la justice médiévale n'est pas arbitraire et sans merci. Elle est au contraire très étroitement encadrée par tout un réseau de coutumes et de traditions qui en limitent le pouvoir. L'appel à des témoins ou la preuve de la bonne foi est par exemple un droit reconnu aux accusés qui peuvent tenter de se disculper en produisant des témoignages en leur faveur. L'appel au jugement de Dieu, qui n'est pas toujours un duel judiciaire d'ailleurs, est également reconnu. Durant les procès de sorcellerie, point de tout cela. Enfin attention, ici je parle de généralité, mais vous l'avez compris, la chasse aux sorcières est un domaine mouvant, qui évolue rapidement en fonction des régions et des personnes impliquées. Mais on en reparlera en fin d'épisode, continuons dans notre procédure judiciaire. Donc comme vous l'avez compris, une fois l'accusé écroué, le secret des juges fait tomber une chape de plomb sur la suite du procès. Très peu de témoignages et de sources viennent nous raconter ce qui se passait derrière les portes des prisons épiscopales ou laïques. Heureusement, il est tout de même possible d'exploiter les sources existantes tout en étant conscient de leurs limites. C'est un méchant livre que tu me lis, je ne l'aime point. C'est l'encyclopédie Larousse, c'est très complet. La recollection est par exemple un traité pratique écrit en 1460 par un lettré d'Arras qui était peut-être également juge. Il explique quel doit être, selon lui, le déroulement de la procédure une fois l'accusé mis sous les verrous. Autant le dire tout de suite, sa description fait froid dans le dos. La procédure y est présentée comme un rouleau compresseur implacable destiné à broyer l'individu pour ne laisser que le diable face au juge. L'auteur explique par exemple que l'accusé va demander instamment à bénéficier des garanties auxquelles il a droit. Par exemple, produire des témoins ou avoir accès à un prêtre pour se confesser. Cependant, selon lui, le juge doit rester sourd à toutes ces demandes et ne même pas répondre à l'accusé. L'inquisiteur Nicolas Jacquier, dans Le Fouet des hérétiques sorciers, un autre traité, nous en donne l'explication. Le diable n'est que tromperie et sortilège. Il est capable de falsifier des témoignages, et si on laisse la possibilité à l'accusé de s'échapper, le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour contourner la procédure. Le juge ne doit donc pas flancher et garder l'œil rivé sur sa mission. L'auteur de la recollection continue. Il recommande au juge de déshabiller entièrement l'accusé et de raser tous les cheveux et poils afin de découvrir d'éventuels talismans antidouleurs qui pourraient le protéger. Je ne sais pas si vous imaginez la situation de détresse profonde que cette procédure extraordinaire provoque chez les accusés. Arrêtés et questionnés sans relâche, sans même connaître les motifs de leur incarcération, enfermés sans aucun contact avec l'extérieur, séparés de leurs vêtements et de ce qui fait leur identité, ils se retrouvent sans aucune défense face aux juges qui maîtrisent entièrement la procédure et sont convaincus de leur culpabilité. Car, comme vous l'imaginez, le pire est encore à venir pour les accusés. La procédure peut varier, mais il intervient un moment où les charges qui pèsent sur l'accusé lui sont enfin communiquées. Les pièces du procès de Peter Eschiller, qui a été incarcéré en 1484 par l'évêque de Sion, donnent une idée précise de la suite des opérations. Tout d'abord, l'évêque signe de sa main plusieurs documents qui sont nommés des monitions canoniques, qui invitent le prévenu à avouer ses fautes pour être pardonné. Dans notre cas, 6 monitions canoniques se suivent dans le temps, en donnant à chaque fois quelques jours de délai, mais sans aucun succès. Peter sait bien sûr que s'il passe aux aveux, il est fini. Alors, tu vas parler? Mais, vous n'avez même pas posé de questions. Ah bah oui, c'est vrai. Quelques jours plus tard, les charges pesant sur Peter lui sont enfin présentées. Ici, l'évêque joue le rôle de procureur de la foi, c'est-à-dire en gros l'équivalent du ministère public. C'est d'ailleurs toute la puissance de la procédure extraordinaire. Sur la seule foi d'une dénonciation ou même de la rumeur populaire, un procès peut être engagé d'office par l'inquisiteur ou par le juge laïque. Bref, à l'été 1484, le procureur de la foi présente à Peter une longue liste de 28 articles énumérant ses crimes. La liste est lue au prévenu qui est invité à confirmer ou à infirmer les faits. L'article 6, par exemple, explique ceci. De même, s'il est vrai que Peter a assisté et participé avec ses complices faiseurs de sortilèges, hérétiques et déviants, avec leur maître le démon, dont il sait bien le nom,
à des sectes et des synagogues dans divers lieux, dans les bois ou chez des particuliers, pour fomenter de mauvaises actions. À côté de l'article, le notaire qui prenait les notes a écrit « il nie ». Ici, les charges sont particulièrement précises, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas, à vrai dire. Car finalement, que l'accusé nie ou confirme, peu importe. Les juges l'ont arrêté car il a été diffamé par d'autres accusés, ils sont donc convaincus de sa culpabilité. Pour eux, désormais, la mission est simple. Le pousser à avouer son crime et à finalement accepter comme vrai ce qu'il rejette depuis le début. C'est à ce moment du procès qu'intervient la question, c'est-à-dire l'usage de la torture. La torture. La torture, c'est un élément important dans la perception qu'a le grand public de la justice médiévale. Et a raison, à vrai dire. La torture était en effet utilisée dans un certain nombre de cas et son usage ne soulevait pas de critiques, disons, humanistes. L'usage de la torture faisait toutefois l'objet de limitations très strictes. Pour commencer, son emploi était réservé aux crimes extrêmement graves pour lesquels la recherche de la vérité était un enjeu crucial, notamment en matière d'hérésie. Dans le cadre de la procédure autorisant la torture, celle-ci était limitée aux individus pouvant la supporter, ce qui excluait en règle générale les femmes, les enfants, les vieillards et les personnes souffrantes. Son usage était également limité dans le temps et dans le nombre de répétitions des séances. Enfin, il faut bien séparer la torture qui a pour but d'obtenir un aveu des peines afflictives du type pilori ou amputation d'un membre qui sont des peines, plutôt le résultat que le moyen en quelque sorte. En plus, ces peines afflictives étaient plutôt rares, la justice médiévale fonctionnait bien plus à coups d'amende qu'à coups de hache. Eh bien, tout ce que je viens de dire, donc les limites qui existent à l'usage de la torture, les procès de sorcellerie vont les mettre complètement de côté. En fait, la situation est simple. La société est gangrénée par une secte de sorciers qui complotent pour la détruire. Les sorciers, cependant, ne se connaissent que grâce au sabbat. La plupart du temps, en tout cas dans l'imaginaire du sabbat, les sorciers ne savent pas se reconnaître hors de leurs orgies. Et c'est en fait là-bas que leur secte prend toute sa substance, si j'ose dire. En tout cas, faire parler un sorcier est le seul moyen de savoir précisément qui sont les autres sorciers. Le problème, c'est que les sorciers, ils ont fait hommage au diable, et donc ils sont plus vraiment chrétiens. Ils ont acquis des pouvoirs de transformation de la réalité. Ce qu'ils disent n'est donc que tromperie, mensonge et travestissement de la vérité. Il n'est donc pas possible de leur faire confiance, on ne peut pas les faire témoigner ou jurer par exemple. Et surtout, à travers eux, c'est désormais le diable qui s'exprime. Après avoir prêté hommage, les sorciers ne sont plus que des armes humaines pour accomplir les sombres desseins de Satan. Pire encore, le diable a des moyens de contraindre les sorciers au silence. Il les menace de représailles terribles sur leurs proches et sur leurs familles si jamais ils venaient à livrer des informations sur la secte à l'Inquisition ou aux juges laïcs. Cette charmante histoire a donc une conséquence directe, les sorciers ne veulent pas parler, dis donc. Uchebe. Non, pas Uchebe. Pour forcer le diable à leur délier les lèvres, les juges doivent donc briser le corps de l'accusé jusqu'à ce que, vaincu par la puissance de Dieu, le démon abandonne la partie et accepte de livrer le nom des complices. Vous avez noté la différence ? Auparavant, dans les procès d'hérésie traditionnels, la torture était un moyen d'obtenir des aveux.
Désormais, ça va beaucoup plus loin. La torture, c'est l'arme du juge pour combattre le diable. À la puissance occulte du démon, les juges opposent la puissance implacable de la souffrance sans fin, jusqu'à la rupture. Dans cette situation, la torture n'a pas de limite. Tant que l'individu refuse de parler, les séances continuent à s'enchaîner. La Vauderie d'Arras, entre 1459 et 1460, est un bon exemple de cet usage nouveau de la torture. Lors de l'appel devant le Parlement de Paris contre ce procès, dès 1461, les avocats des victimes dénoncent un usage non raisonné de la torture et donnent de nombreux exemples. Jeanne d'Auvergne, par exemple, ayant eu les bras et les jambes disloqués par le supplice du chevalet, est malgré tout ramenée à la chambre de torture dans une brouette pour subir un nouvel interrogatoire. Marie de Drus, à cause de la violence des séances, perd du sang par tous les orifices alors que les règles tacites de la torture interdisent clairement les effusions de sang. Jean de Barry, torturé à l'aide de tisons ardents, perd ses orteils et testicules alors que la torture ne doit normalement créer aucune infirmité durable. On le voit, rien n'arrête les juges dans leur quête effrénée de l'aveu. Hugues Emery, l'ancien barbier de l'évêque accusé lui aussi, subit 12 séances de torture mais n'avoue rien. Dans les procès d'hérésie traditionnels, la résistance à la torture avait une valeur purgative. Le courage d'un accusé soumis au supplice pouvait être vu comme un gage de sa bonne foi et du soutien de Dieu. Là, on n'a rien de tout ça. La résistance n'est pas celle de l'individu, mais celle du diable, et plus elle est forte, plus les juges doivent redoubler d'efforts. Allez, tirez, vous n'en foutez pas une rame! Cette vision de la torture, encore une fois, participe du caractère extraordinaire du processus. Les accusés ne font pas long feu car la perspective d'une torture sans fin vient à bout des plus déterminés. Et finalement, après des jours de supplice, l'aveu surgit enfin. Le diable délie la langue des sorciers et ceux-ci se mettent à parler. Parler d'accord, mais pour dire quoi? Parce que là, on a parlé de la vision des juges, mais dans la réalité, les accusés, ils n'ont rien commis du tout. C'est là tout le côté tragique de la chose. Dans certains procès, on l'a vu, les charges sont écrites et l'accusé peut simplement avouer qu'elles sont réelles. Mais cela ne suffit pas. Pour s'assurer de la véracité de l'aveu, l'auteur de la recollection, par exemple, invite les juges à solliciter des témoignages faisant appel à plusieurs sens à la fois. À quoi ressemblait le diable? Qu'a ressenti l'accusé en le voyant? Quelle odeur avait-il? Les juges doivent normalement s'effacer lors de l'aveu, mais dans la réalité, l'imaginaire du sabbat dont ils sont pénétrés se retrouve largement dans les dépositions des accusés. En orientant le contenu des aveux, les juges trouvent insidieusement la confirmation de leurs craintes, nourrissant ainsi leur ardeur à débusquer les sorcières restantes. Pour le public qui vient assister aux exécutions, l'imaginaire du sabbat se trouve donc encore renforcé et achève ainsi de se répandre dans la population. Et oui, car dans un aspect presque comique, l'imaginaire du sabbat finit par être tellement bien intégré que les accusés eux-mêmes savent ce que les juges veulent entendre. C'est le cas de Manjate de Voiré, par exemple, sorcière arrêtée en 1584 en Lorraine. Bon, je sais, c'est un peu postérieur à notre sujet, mais justement, ça fait 150 ans que l'imaginaire du sabbat tourne dans les campagnes. Eh bien, notre brave Manjate avoue, échappant ainsi au bûcher, qu'elle n'a fait que réciter l'aveu qu'elle a entendu d'une autre sorcière brûlée quelques années auparavant. Elle se disait que, quitte à mourir, autant fournir un aveu facile à construire, et elle en a profité pour dénoncer tous ceux qui lui avaient causé du tort. Nous y voilà, le véritable enjeu des aveux, obtenir le nom des complices. Si l'aveu individuel de l'accusé est central dans la procédure judiciaire, ce qui intéresse les juges, c'est surtout cette fameuse liste de noms, la seule possibilité qu'ils ont de pouvoir incarcérer l'ensemble de la secte et ainsi contrarier leurs sombres desseins. Vous allez pouvoir coffrer toute la semaine. C'est bien là, en effet, le cœur de l'interrogatoire. L'anonyme qui a écrit la recollection le note bien d'ailleurs.
Il explique qu'après avoir avoué son crime, l'accusé pense être tranquille et en avoir enfin fini avec la torture. Il a également tendance à se montrer un peu réticent à livrer le nom de ses complices. Mais c'est normal, puisque le diable l'a menacé de terribles représailles s'il osait le faire. L'auteur conseille donc une dernière petite séance de questions afin de lever les dernières résistances. Et c'est avec cette extorsion du nom des complices que l'on touche au mécanisme le plus vicieux de la chasse aux sorcières, celui qui transforme un fantasme d'intellectuel en machine infernale inarrêtable. Ce mécanisme, c'est un biais psychologique que vous connaissez sans doute, celui du biais de confirmation. Les juges sont en effet convaincus que les sorcières forment une secte tentaculaire qui gangrène toute la société. Jacques Dubois, l'un des juges qui mène le procès de la Vaudrie d'Arras, va même jusqu'à dire qu'un tiers de la chrétienté est compromise, vous imaginez un peu. Convaincu de cette terrible menace, il se donne donc pour mission d'arracher aux accusés le nom de leur joyeux compagnon de sabbat. Sauf que, comme on l'a vu, la torture a désormais l'aveu pour seule fin. Pas d'aveu, pas de répit. Assez logiquement, les juges obtiennent donc ce qu'ils attendent et poursuivent le procès de plus belle. Si je parle de machine infernale, c'est que les juges ne sont pas seuls dans l'affaire. Bien au contraire, la chasse aux sorcières a largement été un phénomène collectif, et même un phénomène de société, carrément. Et alors, comment s'opère le lien entre les fantasmes des juges et la société tout entière, me direz-vous ? Eh bien, il s'opère lors d'un événement spectaculaire marquant l'aboutissement du procès de sorcellerie, la sentence publique. Nous voilà enfin au jour de la sentence publique. Vous vous souvenez, on a parlé du lourd manteau de secret qui entoure l'arrestation et l'interrogatoire afin de protéger les juges d'éventuelles représailles et de faciliter les aveux. Eh bien, dès lors que l'aveu est obtenu, le secret laisse la place à la démonstration publique. Après tout, on parle ici d'un crime de lèse-majesté. La publicité et le caractère spectaculaire du châtiment sont cruciaux pour montrer à la société tout entière le sort qui attend ceux qui s'écartent du droit chemin. L'unique but de ce châtiment public est que les habitants du territoire comprennent la gravité du crime de sorcellerie et la nécessité absolue de maintenir l'ordre naturel qui structure la société. Sur le plan social et psychologique, le châtiment public a aussi une autre vertu, celle de l'expiation. Pour la communauté, assister à la destruction des brebis galeuses constitue une forme de happy end, en quelque sorte. Les forces qui gangrènent la communauté ont été mises en échec et la purge opérée par la justice permet de rétablir l'harmonie que les sorcières avaient perturbée. Puisqu'on parle de destruction, justement, rentrons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui arrive aux sorcières après leurs aveux ? Est-ce qu'elles repartent tranquilles chez elles ? La réponse, vous la connaissez évidemment, elle est un tout petit peu moins enviable. Vous avez tous en tête des images de sorcières sur le bûcher, j'imagine. Et c'est vrai que la majorité des procès se terminent par une condamnation à mort, mais ça n'est pas la seule issue. En fait, il est difficile d'avoir des statistiques précises, mais ce qui est certain, c'est qu'un procès se terminait très rarement sans conséquences. Dans tous les cas, le risque principal était celui de la mort sociale. Dans une société médiévale où la réputation est l'alpha et l'oméga de la vie sociale, avoir été inculpé pour sorcellerie est une macule quasi indélébile. Le bannissement est par ailleurs un châtiment que l'on retrouve dans certains procès, à moins que l'ex-sorcière ne décide de partir de son propre chef pour ne pas subir l'opprobre de la communauté. En septembre 1437, par exemple, 3 femmes nommées Marguerite, Catherine et encore Marguerite sont condamnées à mort pour le crime de sorcellerie dans le Queyras. Le gouverneur du Dauphiné reçoit alors une supplique de leur fils, réclamant pour leur mère une exécution secrète afin de préserver la réputation des 3 familles. Sympa, le gouverneur leur accorde cette demande. Lorsque la mort est au bout du procès, elle peut être prononcée par noyade ou par pendaison.
Cependant, c'est bien le bûcher qui est le châtiment le plus commun. Son côté spectaculaire et purificateur donne à cette peine, quelquefois utilisée pour les hérétiques, ses lettres de noblesse durant la chasse aux sorcières. Le bûcher, c'est un moment fort de la communauté, resserrant les liens entre les fidèles, tout en éliminant visuellement et matériellement le mal qui la corrompt. En avril 1462, 4 hommes et 4 femmes sont ainsi brûlés à Chamonix, et leur sentence est très éloquente sur ce fameux châtiment. Écoutez un peu. Que les sorciers soient personnellement brûlés vifs par le feu, afin que par ceux-ci, leur âme soit séparée de leur corps, que les os de leurs cadavres soient réduits en poussière, et qu'ainsi il ne reste rien d'eux que le feu ne puisse brûler. Et cela de manière publique, devant tout le peuple qui voudra assister à la dite crémation, et dans un lieu haut et visible, afin que leur peine serve à en terrifier beaucoup. Par ailleurs, le clou du spectacle est un élément jusqu'ici caché qui illustre l'engrenage mortifère d'une chasse qui s'étend inexorablement, l'aveu public des sorciers. En effet, pour que la condamnation puisse avoir lieu, l'aveu ne peut être livré uniquement dans le secret de la salle de torture. Il doit être réitéré en public. Est-ce que vous vous souvenez de Peter Eschiller, Messie, le sorcier qui a été emprisonné en 1484 par l'évêque de Sion? Eh bien justement, l'une des pièces de son procès est l'acte authentifiant cet aveu public. Il est ainsi noté que le dit Peter, volontairement et spontanément, hors de la prison et éloigné de toute crainte et de tout tourment, sinon que le jour précédent il avait été attaché à la corde, a dit que c'était la vérité qu'il avait rencontré le diable et lui avait prêté hommage. Or, c'est bien cet aveu public qui est l'engrenage permettant de faire passer la sorcellerie de fantasmes d'intellectuels à une psychose collective. Le caractère spectaculaire du moment, le récit de crimes horribles sortis de la bouche même du condamné, tout cela ne pouvait que convaincre le peuple venu assister au supplice que les sorcières étaient bien réelles. La mise en scène va même parfois plus loin, comme à Arras en 1460, où des scènes du sabbat sont carrément dessinées sur des mitres de papier posées sur la tête des condamnés, histoire de rendre leur crime encore plus évident. Maintenant que les condamnés ne sont plus que des restes fumants et que la vie de la communauté peut reprendre son cours tranquille jusqu'à la prochaine chasse, maintenant que l'implacable machine répressive a débusqué et détruit les sorcières, je vous propose de parler des victimes et de leurs bourreaux. Cent mille fois bonne nuit, ma chérie, ma chère fille, Véronica. Je suis arrivé innocent en prison. J'ai été torturé innocent, et je dois mourir innocent. Car quiconque arrive dans cette maison doit être un sorcier, ou bien il est torturé si longtemps qu'il doit inventer quelque chose. Je veux te raconter comment cela s'est passé pour moi. Lorsque je fus amené pour la première fois à l'interrogatoire, le docteur Brown me dit « Écoutez, vous êtes un sorcier. Voulez-vous l'avouer de votre plein gré ? Sinon on vous amènera des témoins et on vous présentera au bourreau. » Alors me fut présenté le fils du chancelier. « Messire, je vous demande pardon, mais je vous ai vu au sabbat. »« Oui, mais comment ?» Il ne savait pas. Vint alors Elsa Hopfen. Elle m'aurait vu danser dans la forêt de Hopmoor. Je demandai avec qui. Elle me dit qu'elle ne savait pas. J'implorai ces messires. « Vous voyez, pour l'amour de Dieu, ce sont de faux témoins. » Il fut dit que je devais avouer de mon plein gré, ou que le bourreau m'y forcerait. J'ai répondu que je n'avais jamais renié Dieu et que je ne le ferais pas. Alors entra, malheureusement, que Dieu ait pitié au plus haut des cieux. Alors entra le bourreau. Il m'a lié les mains ensemble et appliqué les poussettes, jusqu'à ce que le sang jaillisse des ongles et de partout. Je n'ai pas pu me servir de mes mains pendant 4 semaines, comme tu peux le constater à mon écriture. Alors je me suis recommandé à Dieu et mis mon martyre et mes tourments entre ses mains. Le bourreau, en me ramenant dans ma cellule, m'implorait de céder. Reconnaissez au moins quelque chose, que ce soit vrai ou non, peu importe. J'ai beaucoup lutté, jour et nuit avec moi-même. Et finalement l'inspiration m'est venue, la nuit, en prière. Ce qui suit, ce que tu lis, ma chère fille,
et ma déposition. Mais elle est mensongère, sache-le. Maintenant, ma chérie, tu sais dans quel danger je me trouve. Sois certaine que je ne suis pas un sorcier, mais un martyr qui meurt ainsi. 1000 fois bonne nuit, ma chère fille, car ton père ne te reverra plus jamais. Vous venez d'entendre un extrait de la lettre envoyée le 24 juillet 1628 par le bourgeois Johannes Junius à sa fille, quelques jours avant son exécution. Puissant homme d'affaires, occupant d'importantes fonctions politiques dans la ville bavaroise de Bamberg, Johannes n'a pu échapper à la folie de la chasse qui frappait alors la région et avait déjà emporté sa femme. Alors, qui sont les victimes de la chasse aux sorcières et qui sont leurs bourreaux? À quoi ressemblent les protagonistes de ce face-à-face diabolique? Vous avez sans doute remarqué que j'utilise depuis le début de l'épisode les termes sorcier et sorcière de manière indistincte. Pourtant, statistiquement, les femmes sont largement surreprésentées parmi les victimes de la chasse. Selon les estimations, sachant évidemment qu'aucun recensement de sorcières n'a jamais existé, la chasse a fait environ 60 000 victimes sur 3 siècles. Sur ces dizaines de milliers de victimes, on estime que les 3/4 étaient des femmes. Cette proportion se vérifie d'ailleurs dès la fin du XVe siècle, alors que les premiers épisodes de cette grande chasse datent d'à peine 60 ans. Cette proportion n'est pas un hasard, car nombreux sont les ouvrages théoriques sur la sorcellerie qui affirment, dès la fin du XVe siècle, que les adeptes de Satan sont plus souvent des femmes que des hommes. Le célèbre marteau des sorcières est ainsi un véritable point d'étape historique avec la misogynie agressive qui le caractérise. Ce glissement est d'ailleurs assez logique puisque, si vous vous souvenez, l'imaginaire du sabbat fait passer la sorcellerie d'un art complexe demandant une grande intelligence à un crime inspiré par le diable sans véritable talent propre à la sorcière. La sorcellerie, c'est donc avant tout un abandon face au pouvoir maléfique, le chemin le plus facile pour se venger d'un adversaire ou obtenir gloire et richesse. Or, l'Occident médiéval et moderne est convaincu de la faiblesse morale et physique des femmes par rapport aux hommes. Il paraît donc logique pour des auteurs médiévaux et modernes que la femme cède plus facilement aux sirènes du démon. Je peux t'aider, je suis le diable. Vous êtes surtout bourré, ouais. Bah peut-être, mais je suis le diable. Cela dit, la chasse aux sorcières n'a pas été une chasse aux femmes. On va développer ce point parce qu'il est vraiment particulièrement important. Dès les premiers épisodes, la chasse aux sorcières est vécue par les juges et par les inquisiteurs comme une lutte à mort entre les chrétiens et le diable. Pour eux, peu importe qui est le sorcier ou la sorcière. À travers l'individu, c'est le diable qu'ils recherchent. Les théories qui expliquent que les femmes cèdent plus facilement aux démons ont pour objectif d'aider les chasseurs à trouver plus facilement les adorateurs de Satan qui se cachent dans la société. D'ailleurs, la chasse aux sorcières n'a jamais été exclusivement tournée contre les femmes. À travers les siècles, environ un quart des victimes ont été des hommes, du moins selon les statistiques dont nous disposons. D'ailleurs, si on devait caractériser les victimes de la chasse aux sorcières, la première chose qui viendrait à l'esprit serait leur immense diversité. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de profil type de la sorcière, hormis le sexe féminin dans les 3/4 des cas. Comme vous avez pu l'apprécier au fil des exemples, certaines des victimes étaient des prostituées, d'autres des mères de famille bien implantées dans la société. Certains condamnés étaient des vagabonds, d'autres de riches hommes d'affaires protégés par un abondant réseau de parents et d'amis. Les profils varient énormément à travers les époques et à travers les territoires, car la chasse aux sorcières est en fait constituée de nombreux épisodes variant considérablement dans leur ampleur et dans leur intensité. Une histoire comme la Vauderie d'Arras a enflammé, si on peut dire, cette ville pendant 1 an avant de s'éteindre complètement. A l'inverse, l'arc alpin a connu des chasses aux sorcières précoces et durables dès le début du XVe siècle. Certains épisodes étaient urbains, mais la grande majorité étaient ruraux et en particulier montagnards. C'est cette diversité en fait qui rend particulièrement difficile l'analyse d'ensemble du phénomène.
On devrait en fait plutôt parler de chasse au pluriel plutôt que d'une seule chasse qui aurait duré 3 siècles. Le seul élément qui transcende ces 3 siècles répressifs est bien sûr l'imaginaire du sabbat, encore qu'il soit surtout influent en Europe occidentale et en Allemagne, un peu moins dans les autres territoires européens. Le reste, par contre, est empreint d'une infinie diversité, que j'ai gommée au maximum dans cet épisode pour essayer de vous donner la meilleure vue d'ensemble possible. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. L'autre élément qui lie tous ces épisodes ensemble, c'est la motivation des bourreaux. Éradiquer une secte dangereuse qui gangrène la société. La lutte de la société chrétienne contre le mal, incarnée par les adoratrices du diable, est bien le cœur de la chasse aux sorcières. C'est son moteur le plus fondamental. C'est par là que la chasse a commencé, c'est au travers de cette lutte à mort qu'elle se poursuit, et c'est parce que cette lutte est vidée de sa substance qu'elle finit par s'éteindre à la toute fin du XVIIIe siècle. Il n'y a aucune raison de penser que les juges et inquisiteurs qui ont mené la chasse aux sorcières n'étaient pas intimement convaincus du rôle crucial qui leur était confié. Cela étant, évidemment, l'existence de cette motivation principale n'exclut pas le rôle joué par une myriade d'autres motivations, moins eschatologiques, on va dire. On a parlé de la place des femmes parmi les victimes, par exemple. Or, le substrat intellectuel des juges et des inquisiteurs durant le XVe siècle est très largement misogyne, c'est indéniable. Il est fort probable que ce mépris des femmes ait incité les juges à chercher les adorateurs du diable parmi ce sexe, et que les condamnations de sorcières en chaîne n'aient fait que renforcer ce mépris. De même, beaucoup de motivations politiques et économiques surgissent au hasard des archives de procès. L'évêque Walter Super Saxo, par exemple, le grand chasseur de sorcières de Sion au milieu du XVe siècle, a trouvé beaucoup de sorciers et de sorcières parmi les habitants des villages qu'il voulait contrôler politiquement. La population d'Arras, par ailleurs, était convaincue que les inquisiteurs qui ont mené la vauderie en 1460 convoitaient les biens des riches bourgeois qu'ils envoyaient au bûcher. Les dénonciateurs et diffamateurs avaient également leur raison, qu'il s'agisse de jalousie ou de conflits de voisinage. Mais justement, là où c'est vraiment passionnant, c'est que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. La ferme croyance dans un combat à mort entre le diable et les chrétiens n'empêche pas de poursuivre les sorcières pour des motifs moins honorables. C'est bien là d'ailleurs le caractère délicat de la répression contre la sorcellerie. Un phénomène aussi durable, aussi complexe et aussi étendu géographiquement ne peut pas avoir des moteurs aussi simples que la haine des femmes ou l'appétit du pouvoir. Même la perversité et la cruauté, qui sont pourtant des qualités malheureusement répandues, ne suffisent pas à résumer toute la complexité d'un tel phénomène. Et en le disant, je ne cherche pas à excuser les bourreaux ou à réduire la place que j'accorde aux victimes. D'ailleurs, les bourreaux de toute façon n'ont pas besoin d'être excusés, car l'histoire n'est pas un tribunal. Le rôle de l'historien n'est pas de réparer le crime commis envers les sorcières brûlées dans le passé, mais de comprendre pourquoi et comment cela s'est produit. N'oublions pas d'ailleurs que les juges et inquisiteurs étaient le bras armé d'une population largement favorable à la chasse. Dans la majorité des épisodes, la chasse a été soutenue par la population locale, voire même réclamée par les habitants du territoire. Difficile d'imaginer que la majorité de la population européenne était alors cruelle ou avide de sang. Cette population n'était pas non plus stupide. Des clercs brillants formés à l'université, des artisans capables de réaliser des merveilles de bois et de pierre, des paysans dotés d'une connaissance empirique de la nature qui nous ferait aujourd'hui pâlir d'envie, des commerçants audacieux, tous ont cru que leurs voisines pouvaient être des sorcières. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais plus j'avançais dans ma lecture pour cet épisode, plus j'étais frappé par le caractère finalement très humain de la chasse aux sorcières. Pas humain dans le sens sympa, évidemment, mais dans le sens d'un phénomène qui met en jeu toutes les facettes de la psychologie humaine. La chasse aux sorcières, c'est une immense paranoïa collective fondée sur un crime qui n'a jamais existé, mais qui a pourtant été extrêmement réel pour la population européenne pendant 3 siècles. Dans cette histoire, on peut retrouver à peu près tous les biais cognitifs qui caractérisent notre rapport au monde et qui s'imposent aussi bien à nos lointains ancêtres médiévaux qu'à nous-mêmes. Ne faire attention qu'aux éléments qui confirment notre pensée, ou juger une situation globale uniquement à travers des exemples à proximité immédiate, accorder plus d'attention aux événements négatifs qu'aux événements positifs,
se croire persécutés par une force malveillante qui empoisonnerait notre quotidien, tous ces biais cognitifs font partie de notre vie autant que de celle des Européens du XVe siècle. Alors, au terme de cet épisode sur la répression de la sorcellerie au Moyen-Âge, êtes-vous toujours aussi certain qu'une chasse aux sorcières ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui dans notre monde de science et de raison? En guise de conclusion, je voudrais vous partager un fait qui m'a beaucoup troublé. En 1782, à Glaris, en Suisse orientale, s'élève la fumée du dernier bûcher européen. Cette ultime condamnée s'appelait Anna Göldin, et son supplice est historiquement plus proche de nous que du tout premier bûcher de la grande chasse aux sorcières. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout les deux parties de cet épisode numéro 11 sur la chasse aux sorcières. Si vous en voulez encore, sachez que tout n'est pas fini. Et non, il reste encore une dernière partie à cet épisode qui arrivera dans quelques semaines. Ensemble, nous allons suivre les pas d'un chasseur de sorcières en 1459 dans la ville d'Arras, où il participera à cet épisode complètement fou d'un procès de sorcellerie qui a fait trembler jusqu'au plus puissant des bourgeois. Alors, si vous ne voulez rien rater de cette plongée au cœur du brasier, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, ceux qui me suivent sur ces réseaux auront le privilège de découvrir le visuel de cette partie finale en avant-première. Voilà, c'est dit. On se retrouve donc très bientôt à Arras, à la fin du XVe siècle. À la prochaine!